Honnêtement, il n'y a rien de plus terrifiant que ce son sourd et continu d'une cascade. Ouais, surtout quand c'est à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, dans un couloir qui est censé être parfaitement sec, ou alors juste un petit clapotis, tu sais, un sifflement derrière une cloison. Le fameux bruit qui annonce la catastrophe, quoi. C'est ça. Ou la flaque qui s'élargit silencieusement sous un meuble. En fait, en une fraction de seconde, toute la paix du foyer s'évapore et c'est la panique totale. Bah, c'est parce que l'eau, c'est la ressource qu'on a le plus domestiquée, mais d'un coup, elle redevient une force destructrice sauvage. Complètement. Et la panique, elle vient justement du fait que cette force, elle s'exerce à l'intérieur même des murs qui sont censés nous protéger. C'est une violation totale de notre espace de sécurité, en fait. Du coup, notre plongée d'aujourd'hui s'attaque directement à ce cauchemar logistique. Une situation à laquelle, honnêtement, personne n'est vraiment préparé. On va parler de la gestion d'une fuite d'eau majeure ou d'une inondation chez soi. C'est un sujet vital. Ouais. Et pour ça, on s'appuie sur un super guide pratique d'urgence sur les protocoles en plomberie et la coupure d'eau. Notre mission aujourd'hui, elle est claire, c'est de transformer cette panique absolue en un plan d'action hyper méthodique. Exactement. Il faut donner des réflexes mécaniques pour neutraliser la menace avant que les dommages soient irréversibles. Bon, décortiquons un peu ça. Avant même de penser à éponger ou réparer, l'urgence absolue, c'est de trouver le fameux robinet d'arrêt général. Le bouton d'arrêt d'urgence, quoi. C'est vraiment la première ligne de défense. Le souci, c'est que la géographie de cette vanne, elle change complètement selon l'endroit où on vit. Ah oui, l'architecture du bâtiment. C'est ça. Dans une maison individuelle, la logique veut que l'arrivée d'eau soit au point d'entrée le plus bas ou le plus proche de la rue. Donc on va chercher dans le garage, au fond de la cave, un local technique ou même dans un regard extérieur. D'accord, mais en appartement, c'est une autre histoire, non? L'espace est optimisé au maximum. Ah bon oui, là la logique spatiale est inversée. Selon le guide, on peut trouver cette vanne derrière une trappe dans les WC. Genre caché derrière le papier toilette? Souvent oui, ou sous l'évier de la cuisine, tout au fond d'un placard sombre, ou même à l'extérieur de l'appartement sur le palier commun. Ok, donc c'est notre bouton pause, comme dans un jeu vidéo. On le trouve, on le tourne, on fige l'action et la fuite s'arrête. C'est super simple, en théorie. En théorie, ouais. Mais on pratique pas exactement. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre la mécanique interne de ces vannes. Parce qu'il y a plusieurs types. Ouais, il y a deux technologies principales. La plus moderne et la plus fiable, c'est la vanne quart de tour. C'est celle avec la petite poignée plate, c'est ça? Exactement. À l'intérieur du tuyau, tu as une sphère en métal avec un trou. Quand la poignée est alignée avec le tuyau, le trou laisse passer l'eau. Et quand tu la tournes de 90 degrés, D'où le quart de tour? c'est ça. La sphère pivote, elle présente sa face pleine et ça bloque le flux direct. C'est binaire, c'est robuste, ça marche. Ok, donc une action mécanique super directe. Mais, et c'est là que j'ai une question. Dans les vieux appartes, on a souvent ces fameux robinets à vis, tu sais, les multitours avec la petite roue en laiton. Ah, les classiques. Ouais, là, l'action est différente. On doit tourner, tourner encore, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on se dit, tant que je tourne et que je finis par sentir que c'est bloqué, c'est bon, l'eau est coupée. Eh ben, c'est l'erreur la plus commune. Et franchement, la plus dangereuse. Ah bon? Mais si c'est bloqué, l'eau ne passe plus. Non, parce que la résistance de la poignée ne garantit pas du tout que la vanne est étanche. Sur un modèle multitour, quand tu tournes, tu fais descendre une tige filetée qui écrase un petit joint en caoutchouc, le clapet, contre le fond. Ok, je visualise. Sauf qu'avec les années, le calcaire s'accumule, le laiton s'abîme et ce pauvre petit joint en caoutchouc, il se désagrège complètement. Donc ça veut dire que la poignée peut être bloquée, non pas parce que c'est fermé, mais parce que ça bute sur du calcaire. Exactement. Tu as l'illusion d'une fermeture parfaite, la poignée est dure comme de la pierre, alors qu'à l'intérieur, le joint est rongé et laisse encore passer des dizaines de litres d'eau. Oh la vache. Donc la sensation physique nous ment. Comment on fait alors pour être absolument certain que l'eau est coupée, surtout si la salle de bain est en train de se remplir d'eau? C'est là qu'il faut vérifier. Ce qui est fascinant ici, c'est la simplicité de la vérification. Il faut faire un test mécanique déporté. C'est-à-dire? Une fois que tu as fermé la vanne principale, tu dois impérativement aller ouvrir un robinet classique plus loin, genre le lavabo de la salle de bain. D'accord. Si l'eau résiduelle coule pendant 1 seconde et s'arrête net, super, la vanne générale fait son job. Mais si tu as un filet d'eau qui continue de couler indéfiniment à ce lavabo, La vanne est morte. voilà, il n'y a aucune ambiguïté, la vanne générale est défaillante. Ok, c'est une preuve physique irréfutable. D'ailleurs, en parlant de trucs qui continuent de couler, le guide mentionne un détail qu'on oublie tout le temps, le chauffe-eau.
le boiler. Apparemment, couper l'arrivée générale, ça suffit pas toujours. Ah non, surtout pas. Le chauffe-eau, faut voir ça comme un énorme cylindre sous pression qui stocke, parfois 200 litres d'eau. C'est énorme. Ouais. Et si le circuit d'eau est mal foutu ou s'il y a un effet de siphon avec la fuite, ces 200 litres, ils peuvent faire demi-tour. Attends, l'eau repartirait à l'envers dans les tuyaux. Exactement. Elle repart à l'envers et elle s'échappe par ta fuite dans le salon. Donc il faut toujours isoler spécifiquement la petite vanne d'arrivée d'eau du boiler pour éviter qu'il se vide chez toi. Waouh, ok. Bon, on va imaginer le scénario du pire, d'accord? Je ferme la vanne générale, je vais au lavabo, et là, horreur, l'eau coule toujours. La vanne est soudée par le tartre, l'infrastructure de mon appart a complètement lâché. Que fait-on? Là, on passe au plan B. Il faut remonter à l'échelle supérieure et s'attaquer au compteur d'eau lui-même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup, on quitte notre espace privé, on n'est plus dans notre petit placard, on sort dans la rue ou dans la cave commune, on cherche une plaque en fonte. C'est un peu comme si au lieu de juste faire sauter les plombs de son appart, on devait aller désamorcer une bombe ou pirater le transformateur de la ville. L'analogie est très juste. Le compteur, c'est vraiment la frontière physique et juridique entre l'installation de la maison et le réseau public. Ok. Et pour couper l'eau ici, parfois tu as besoin d'un outil spécial, genre une grande clé de fontanier, pour atteindre la vanne qui est au fond d'un puits. Mais le vrai problème, il est réglementaire. Ah, bon. Quel genre de problème? Très souvent, la vanne qui est juste avant le compteur, elle appartient au service des eaux de la commune. Et elle est bloquée par un scellé. Un scellé? Genre un fil en métal avec du plomb? Exactement. Un fil métallique avec un petit plomb. Mais c'est fou. Franchement, imagine. Mon appartement se transforme en piscine olympique, je trouve la vanne et il y a un petit fil de plomb. La tentation de prendre une pince coupante et de le faire sauter pour sauver mes meubles, elle est énorme. Pourquoi il protège cette vanne de manière si stricte? Je comprends la tentation. Mais il faut comprendre que les enjeux ici, ils dépassent de loin la moquette de ton salon. Ok, comment ça? Le réseau public d'eau potable, il fonctionne sous pression et avec des normes sanitaires ultra strictes. Ce fameux scellé, il garantit l'intégrité de l'eau de toute la ville. Si n'importe qui commence à manipuler ces vannes principales, on risque de créer des coups de bélier. Des ondes de choc qui cassent les tuyaux de la rue? Voilà. Et pire encore, il y a le risque de retour d'eau. C'est-à-dire? Imagine une fuite chez quelqu'un qui a des produits chimiques agricoles ou industriels, ou même juste de l'eau très sale. Une mauvaise manipulation au compteur pourrait aspirer cette eau contaminée vers le réseau public. Oh, l'horreur! Ça empoisonnerait tout le quartier. C'est exactement pour ça qu'il y a un scellé. C'est pour éviter les manipulations hasardeuses et bien sûr la fraude. D'accord. Donc le principe de précaution pour toute la ville prime sur mon salon inondé. C'est l'interdiction absolue de forcer un scellé. Absolu. Si c'est scellé et que tu as une urgence, tu n'as pas le choix, tu dois appeler la régie ou les services publics en urgence. Sinon, tu risques des poursuites légales très lourdes. Ok, message reçu. Bon, redescendons un peu en pression, si j'ose dire. Avant de vouloir couper l'eau de tout l'immeuble ou du quartier, la plupart des fuites sont quand même plus localisées, non? Oui, heureusement. C'est pour ça que l'analyse des sinistres montre qu'il vaut mieux adopter une approche chirurgicale quand c'est possible. Donc, cibler le problème. Voilà. Si l'infrastructure est bien faite, tes toilettes, ton lave-vaisselle, ta machine à laver ou ton lavabo, ils ont tous leur propre petite vanne d'arrêt mural. C'est le principe du garrot, en fait. Si j'ai une coupure au doigt, je mets un petit garrot. Je vais pas plonger tout le patient dans un coma artificiel. Là, je ferme juste le petit robinet derrière la machine à laver. C'est une excellente image. Et l'avantage majeur de cette méthode, c'est que tu préserves la vie dans le reste de la maison. Ah oui, on peut encore utiliser les toilettes. Exactement. Tu neutralises la cuisine, mais la salle de bain et l'eau potable restent fonctionnelles. Ça transforme une catastrophe absolue en un simple petit désagrément le temps que le plombier arrive. D'accord, mais là j'ai quand même une objection. Quand l'eau est en train de s'infiltrer sous les meubles, chaque seconde compte. Est-ce que c'est pas une perte de temps monumentale d'aller chercher une lampe de poche, de se contorsionner sous l'évier pour trouver la petite goutte sur un joint, au lieu de juste courir couper la vanne générale? C'est une réaction très humaine de vouloir tout couper. Mais si on relie ça à une perspective plus large, l'observation rapide, c'est la clé de tout. Vraiment? Oui, prends l'exemple des flexibles tressés. Tu sais, ces petits tuyaux métalliques sous l'évier. Oui, je vois très bien. La gaine en acier à l'extérieur a l'air intacte, mais à l'intérieur, c'est du caoutchouc.
Avec les variations de pression, l'eau chaude, ça sèche, ça durcit et ça finit par se fendre. Et ça pète. Voilà, si tu prends 5 secondes pour regarder et que tu vois que c'est ce flexible qui fuit, tu fermes juste sa petite vanne. Si tu cours couper la vanne générale sans regarder, tu masques la scène de crime. Ah, pas bête. Et quand le plombier arrive, il sait pas d'où ça venait, parce qu'il n'y a plus de pression. C'est ça. En isolant l'appareil, tu abaisses ton propre stress, parce que tu as encore de l'eau ailleurs, et surtout, tu poses un diagnostic précis qui fera gagner beaucoup de temps au réparateur. La chirurgie plutôt que le marteau, donc. Oui. Bon, poursuivons notre scénario. J'ai trouvé la vanne, l'eau ne coule plus, le bruit terrifiant a cessé, le silence revient dans la maison, c'est bon, la crise est passée, je peux sortir ma serpillière et nettoyer tranquillement. Eh bien, ça, c'est une énorme illusion de sécurité. Ah bon? Mais l'eau est coupée? L'écoulement est arrêté, oui, mais le danger n'a pas disparu. Faut pas oublier que le réseau domestique, c'est pas juste des tuyaux vides. Ça fonctionne sous une pression constante. On parle de combien, à peu près? Généralement autour de 3 à 4 bars. 3 ou 4 bars. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Concrètement, c'est quelle force? Pour te donner une idée, un bar, ça équivaut à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut posée sur 1 centimètre carré. Waouh! Donc 3 bars, c'est une force cinétique énorme. Ça pousse constamment contre chaque paroi, chaque raccord, chaque bout de tuyau de ton appartement. Et quand tu fermes la vanne générale, toute cette énergie, elle reste emprisonnée dans les canalisations avec l'eau qui est dedans. Ah, je vois. C'est exactement le phénomène du tuyau d'arrosage. Tu sais, on ferme le robinet au mur, mais si le petit pistolet au bout du tuyau est fermé aussi, le tuyau reste gonflé à bloc, hyper tendu sur la pelouse, prêt à exploser s'il y a une fissure. C'est la meilleure analogie possible. La pression statique, c'est un piège redoutable. Ok, donc on fait quoi pour désamorcer ça? C'est la priorité absolue. Après avoir fermé la vanne, tu dois dépressuriser le réseau. Tu vas ouvrir un robinet, idéalement celui qui est le plus bas dans la maison, genre la baignoire. Pour vider l'eau résiduelle? Voilà, ça fait chuter la pression interne à 0. Si tu zappes cette étape, la canalisation qui est déjà fragilisée par la fuite, elle peut continuer à suinter pendant des heures, juste à cause de la pression emmagasinée. Ok, donc on purge l'énergie. Très clair. Mais il y a un autre truc. On nettoie. Il y a une belle flaque d'eau sur le carrelage. Ça a l'air inoffensif. Jusqu'à ce que l'eau effleure une multiprise ou s'infiltre sous une plainte près d'une prise de courant. Mais attends, on m'a toujours dit que l'eau pure, c'est un mauvais conducteur, non? L'eau pure, en laboratoire, oui. Mais l'eau qui se répand sur ton sol, elle est jamais pure. Ah oui, c'est vrai, mon sol n'est pas stérile. Dès que l'eau touche la poussière, les joints de ciment, le plâtre ou la terre d'une plante, elle se charge immédiatement en sels minéraux et en impuretés. Des ions. Voilà, elle s'ionise. Et là, elle devient un conducteur électrique absolument redoutable. Le vrai danger mortel pendant une inondation domestique, c'est la rencontre entre cette nappe d'eau et ton réseau électrique. L'électrocution. Exactement. Si l'eau approche d'une prise, il faut tout lâcher. On arrête la plomberie, on oublie l'épongeage et on fonce au tableau électrique pour couper le disjoncteur principal. La lumière, le Wi-Fi, tout ça, ça doit être sacrifié à la seconde pour la survie physique. Ok, donc on met toute l'infrastructure de la maison à l'arrêt. C'est radical. On se retrouve dans le noir avec une serpillière. Et pendant ce temps, l'eau qui est déjà sur le sol, elle continue son travail de destruction par capillarité. Ah, la capillarité, c'est le mal invisible. Le bois, le plâtre, tout agit comme une éponge géante qui aspire l'eau vers le haut des murs. Et là, le guide aborde une phase qu'on n'attend pas du tout en pleine urgence, la paperasse, la documentation. C'est vital. L'instinct, quand on a les pieds dans l'eau, c'est de jeter les tapis mouillés, d'arracher les trucs foutus et de nettoyer comme un fou. Bah oui, on veut sauver ce qu'on peut. Sauf que, vis-à-vis des assurances, c'est une énorme erreur stratégique, parce que les dégâts invisibles de la capillarité sont souvent bien pires que la flaque. Donc il faut prendre des photos. Avant de bouger quoi que ce soit, tu photographies le niveau de l'eau, la source de la fuite, les meubles immergés. C'est ces preuves visuelles qui vont figer la scène pour les experts de l'assurance. Ça prouve l'ampleur du truc et ça garantit qu'ils vont payer pour la déshumidification et les réparations des murs, qui coûtent une fortune. Bon. On a documenté, on a nettoyé, le plombier est enfin venu réparer ce foutu tuyau. Et là, on arrive à la toute dernière étape. Le système doit redémarrer. La fameuse remise en eau. Et c'est paradoxalement le moment le plus critique de tous. Complètement. C'est le moment où on teste la solidité de tout le système, après un gros traumatisme mécanique. Moi, je vois ça comme un sous-marin. Tu sais, on a réparé la brèche, mais on doit faire un test de pressurisation avant de plonger dans les abysses. On présume jamais la coque est intacte, on doit le prouver en douceur. On n'envoie pas toute la pression d'un seul coup. Surtout pas.
Si tu rouvres la vanne principale brutalement vers des tuyaux qui ont été vidés, tu vas provoquer ce qu'on appelle un coup de bélier. On en a parlé tout à l'heure, l'onde de choc. Voilà. C'est une frappe hydraulique super violente. L'eau s'engouffre à une vitesse folle, elle vient taper les coudes des tuyaux, elle compresse l'air bloqué avec une force de plusieurs centaines de kilos. Ça peut littéralement faire exploser des raccords tout neufs ou péter une autre canalisation. Un carnage, quoi. Donc, la solution. On entrouvre la vanne avec une lenteur extrême, millimètre par millimètre. On laisse l'eau re-remplir le réseau et la pression se rééquilibrer doucement. Et une fois que c'est fait, mission accomplie, on va se coucher. Ah non, la patience est indispensable ici. Tu dois faire une vraie patrouille dans la maison, tu retournes voir le tuyau réparé, tu observes les joints. S'il y a la moindre goutte qui perle ou une baisse de débit bizarre aux autres robinets, le réseau n'est pas sain. Ouais, l'absence de preuve de fuite n'est pas la preuve de l'absence de fuite. Faut surveiller pendant quelques heures. Exactement. La pression continue de l'eau peut mettre des heures à révéler une soudure mal faite ou un joint un peu tordu. Faut être rigoureux pour pas se réveiller le lendemain matin avec le même désastre. C'est fascinant quand on regarde l'ensemble de cette séquence. C'est une vraie architecture de la crise. On part de la compréhension mécanique du quart de tour, on évite le piège du vieux robinet à vis, on isole les appareils défaillants pour sauver le reste de la maison. On purge l'énergie sous pression, on neutralise le danger mortel de l'électricité. Et on maîtrise la lente remise en route. En fait, en suivant ça, on n'est plus une victime paniquée, on devient un véritable gestionnaire d'infrastructure. Et cela soulève une question importante, je trouve, sur notre rapport à la réalité technique. Ouais, parce que tout ce protocole, il est incroyablement physique, tu vois. Tourner un levier en laiton dur, scruter un flexible tressé, gérer la pression cinétique. C'est tangible. Alors que notre environnement évolue à l'opposé de ça. Mais carrément, aujourd'hui, on a des maisons connectées intelligentes, on règle le chauffage avec une appli depuis notre lieu de vacances, on éteint la lumière juste en parlant à un algorithme dans le salon. La maison devient complètement virtuelle, immatérielle. C'est très vrai. Mais quand l'eau force le passage à travers le plâtre, quand la physique reprend ses droits, toute cette belle technologie logicielle, elle sert absolument à rien. Le Wi-Fi te sauvera pas d'une inondation. Non, ta seule ligne de défense, c'est cette lourde vanne en métal pleine de poussière planquée dans le noir au fond de la cave. C'est exactement ça. Et ça pose une vraie réflexion pour nous tous. Est-ce que, à force d'interagir avec nos maisons uniquement via des écrans et du Wi-Fi, on n'a pas perdu la compréhension mécanique de base de l'endroit où on dort? Savoir si on connaît vraiment les murs qui nous abritent ou si on est devenu de simples invités distraits, complètement démunis face à la réalité physique de nos propres foyers. Franchement, ça donne à réfléchir.